Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 7 septembre, quelques heures après le déluge. Vous l'avez probablement vu, même si la première semaine de septembre était portée par le vert et par la hausse de la plupart des crypto-monnaies d'ailleurs, pour être franc, il y avait Bitcoin, Ether évidemment, mais la plupart des crypto-monnaies ont pris de la valeur durant cette semaine. Il y a quelques heures, en milieu d'après-midi, en ce mardi 7 septembre, les crypto-monnaies ont swingé très fortement à la baisse. Le Bitcoin qui était monté jusqu'à 53 000 $ est à l'heure actuelle vers les 48 000 et l'Ether qui était à 3 950, presque à 400 $ de son ATH, de son top jamais atteint, stagne à l'heure actuelle vers les 3 600 $. Alors bien que ces journées soient folles, je dois avouer que je les aime autant qu'elles m'épuisent. La première fois que j'ai vécu ce genre de swing, j'étais vraiment pas bien. Maintenant, je commence simplement à attendre ces journées et à me dire qu'il faudra essayer de profiter de l'opportunité pour pourquoi pas pouvoir rentrer sur certaines cryptos que je n'osais plus acheter à cause de leur valeur. Et je suis toujours très observateur des raisons et des conséquences de ces hausses et de ces baisses fulgurantes. Dans cette vidéo, toujours pas de boule de cristal. Je m'en excuse. En attendant, on va pouvoir faire le point. Le point sur ce mood qui, pendant le mois d'août, a été plutôt catastrophique sur les crypto-monnaies, mais qui, fin août, nous a donné beaucoup d'énergie. Une première semaine de septembre simplement délicieuse et une petite grosse frayeur pour certains en ce mardi 7 septembre. Globalement, on en est où? Quelles sont les grosses annonces que l'on attend? Et quel est le mood général? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Et globalement, quelles sont les valeurs que je guette moi-même pour savoir si finalement on va aller décrocher un nouvel ATH et un second souffle à ce bull run et pourquoi pas un Bitcoin à plus de 60 000 $, ou si au contraire on va aller briser un certain support pour retourner, rebondir entre ce fameux 28 et 40 000 $ dans lequel on a fait le flipper et les ping-pong pendant tout le mois d'août. Les amis, c'est Asher, j'espère que vous allez passer un très bon moment et surtout que vous êtes abonné à cette chaîne. Non, parce que c'est vrai, mais on le dit pas assez, mais il y a quand même 48% des gens qui me regardent qui ont même pas pris la peine de cliquer sur s'abonner. Voilà, moi je dis ça, je dis rien, après, ça vous regarde, s'il vous plaît. Alors globalement, on en est où? On est sorti d'un mois d'août où on a été titillé plusieurs fois le support des 28 000 $ sans le briser à la baisse et où on avait beaucoup de mal à passer au-dessus des 40 000 $. Très rapidement, fin du mois d'août, on a réussi à passer au-dessus de ces 40 000 $ et depuis le Bitcoin monte et a même été tapé les 53 000 $ à quelques dizaines de dollars près il y a de ça quelques jours. On est passé d'un indice de peur qui était sur rouge fluorescent, d'accord, tout le monde paniquait, très peu de confiance au marché des crypto-monnaies, à une euphorie, toujours évidemment du côté positif de ce fameux index de peur, et on est repassé du coup dans un mood totalement positif après un petit mois d'été très calme, voire très effrayant pour ceux qui avaient acheté beaucoup de Bitcoin dans les plus hauts. La hype des NFT, toujours en cours, le mois d'août a été le plus haut mois des NFT, d'accord, 3 milliards de dollars de volume sur les NFT au mois d'août, d'accord, et cette hype a commencé à s'estomper fin août jusqu'à ce que le marché reparte à la hausse et que la hype des NFT la suive, notamment avec une nouvelle tendance que je vais aborder dans une petite minute. On a des rumeurs sur un géant Twitter qui pourrait accepter le Bitcoin et les Ethers pour des donations. Directement dans votre profil Twitter, vous aurez un moyen de renseigner votre adresse Bitcoin et votre adresse Ether pour recevoir des dons. Et encore, MicroStrategy, 75% de cette entreprise, de sa valeur en tout cas, c'est les Bitcoins qu'elle détient. Et cette entreprise continue d'acheter du Bitcoin malgré ses plus hauts, puisque vers les 50 000 $, MicroStrategy a encore acheté des Bitcoins, montrant la confiance qu'ils ont en cet actif. Je vous parle même pas de Visa qui a acheté un CryptoPunk, donc un NFT à 150 000 $, juste pour envoyer un signal très fort, le marché des cryptos, on arrive. Mais on a eu des petits pings structurels aussi. L'Ether a fait une mise à jour EIP 1559, il y a de ça quelques semaines déjà. L'Ether est une monnaie qui de base est inflationniste. C'est-à-dire qu'à peu près chaque minute, on a environ 9 nouveaux Ethers qui sont créés. Inflation qui avait déjà réduit dans le futur, et on était passé un peu plus récemment de 3 Ethers par bloc à 2 Ethers par bloc. Et maintenant, comme il y a 4,4 blocs par minute, on peut dire qu'il y a 9 nouveaux Ethers, approximativement, qui apparaissent chaque minute. C'était sans compter sur le IP 1559, qui est une mise à jour qui a été faite sur le réseau Ether et qui vient supprimer un excédent d'Ether. En moyenne, depuis que cette mise à jour est passée, ça supprime 4,6 Ethers par minute, soit la moitié des nouveaux Ethers créés. Ce qui divise l'inflation par deux. Et ceux qui connaissent le mieux le monde de la blockchain savent que le phénomène qui réalise à peu près la même chose sur Bitcoin et qui va diviser les nouveaux Bitcoins générés à chaque bloc s'appelle le halving day et a un impact significatif dans l'ensemble du monde des crypto-monnaies.
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un halving et qui veulent comprendre l'impact que ça peut avoir, je vous renvoie vers ma vidéo sur le halving day que j'avais fait quelques mois avant la folie et la hausse massive du marché des crypto-monnaies. Comme quoi, j'étais tombé assez juste, mais fallait pas non plus être un magicien pour le deviner, puisque c'est comme ça que le marché se comporte depuis 2008 et depuis que le système même du halving day arrive à peu près tous les 4 ans. Alors encore une fois, attention. L'inflation d'Ether est divisée par 2, mais le modèle Ether reste inflationniste. Encore une fois, Bitcoin, c'est presque 50% de toutes les crypto-monnaies. Ça représente 900 milliards sur 2000 milliards. Ether, c'est un peu plus petit. On est sur 400 milliards de dollars, ce qui représente 1/5 de la valeur de toutes les crypto-monnaies. Ça n'aura donc naturellement pas le même impact que Bitcoin. De plus, la plupart des crypto-monnaies ont un cours en Bitcoin. Toutes les crypto-monnaies n'ont pas un cours en Ether. L'impact sera absolument pas le même. Malgré tout, c'est trop gros pour que ce soit non significatif et c'est pour ça que sur les derniers jours, l'Ether a commencé à prendre beaucoup de valeur. Un peu plus vite que Bitcoin même sur cette période. Pourquoi? Parce que le réseau Ether a été très congestionné. Et quand le réseau Ether est très congestionné, ça brûle encore plus que 4,5 Ether par minute, qui est une moyenne depuis qu'il y a eu cette fameuse mise à jour. Il y a même eu certaines minutes où l'Ether est monté jusqu'à 30 Ethers brûlés par minute, soit 3 fois plus que les Ethers qui étaient créés. Et donc sur de courtes périodes, des fois quelques jours, on se retrouve à avoir plus d'Ethers brûlés que d'Ethers créés, et donc on peut dire que l'Ether est déflationniste. On supprime plus d'Ethers que l'on en génère. Mais il n'y a pas qu'Ether qui a été touché. Alors évidemment par cette déflation, ou du moins cette réduction d'inflation, oui, mais il y a eu pas mal d'autres crypto-monnaies d'infrastructure qui nous ont fait des percées assez affolantes. Avalanche qui a lancé ses premiers protocoles DeFi et qui a eu un gros succès sur la période, ou encore Solana que plus rien n'arrête et qui remonte à la surface comme une bulle de champagne. Il y a de ça 1 an, j'avais présenté Solana et le Proof of History sur cette chaîne. On était à 3 $ le jeton. On doit être à 180 $ à l'heure où je vous parle. J'en avais, tout comme vous, pas suffisamment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus de la hype de certaines de ces blockchains d'infrastructure, on attend beaucoup de choses. Ce qui fait que les blockchains comme Avalanche ou Solana décollent, c'est qu'elles ont longtemps promis des usages, des nouveaux projets qui allaient se construire sur leur blockchain et des premiers protocoles DeFi. Ces promesses sont en train d'être tenues puisque les premiers protocoles de finances décentralisées sont déjà live sur Solana et sur Avalanche. Il y a également d'autres blockchains qui ont fait ces promesses et dont on attend dans les mois qui viennent, voire dans les semaines qui viennent, les premiers usages, comme par exemple Elrond ou encore Cardano qui annonce depuis très longtemps lancer ses premiers smart contracts en septembre. À suivre. On avait du coup ce dernier mood, vous le savez, pendant les bull runs, il y a des valorisations d'infrastructures. En gros, il y a des tendances où on retrouve de tout et de rien. Je vous donne un exemple. En 2017, il y avait les ICO. La tendance, c'était les ICO, donc des levées de fonds où on investissait de la crypto pour recevoir une autre crypto-monnaie. On n'en était même plus à savoir si c'était un bon ou un mauvais projet. Si c'était une ICO, ça allait marcher. On a vu à peu près la même chose pendant le début de la finance décentralisée. Au début, il n'y avait que des protocoles sérieux et très rapidement, il y avait de tout et n'importe quoi. Et on a vu la même chose pour les NFT. Il y avait des NFT avec de vraies valeurs artistiques ou des vrais usages. Et on est rentré dans une phase où il y avait à peu près de tout, des bonnes et des mauvaises idées. Tant que c'était un NFT, ça passe, même si on sait que ça ne durera pas et qu'à la fin, il n'y a plus que les bons NFT et les bons usages avec des vrais fondements qui vont prendre de la valeur et qui vont perdurer. Et bien au moment où les NFT allaient commencer à s'essouffler un petit peu, on a eu une nouvelle tendance, le play to earn. Le play to earn, c'est une tendance sur les jeux vidéo. Au tout début, on avait des jeux vidéo où il fallait payer tous les mois, comme World of Warcraft par exemple. On a eu ensuite le free to play, des jeux où c'était gratuit de jouer, mais on pouvait payer des services additionnels, des apparences dans les jeux, des armures, un quelconque avantage pouvait être payé, mais jouer c'était gratuit. Et bien là, il y a une nouvelle tendance qui est en train de faire beaucoup de bruit, le play to earn. Des jeux où en jouant, on va pouvoir farmer ou collecter des NFT. Des NFT qui sont donc sur la blockchain et que l'on va pouvoir revendre. Autant vous dire que certains gamers arrivent à gagner entre 50 et 100 $ par jour, ce qui représente des montants énormes pour des Européens ou pour certains pays développés, mais imaginez pour des pays en voie de développement, si avec un simple smartphone et internet, on peut dégager toute cette valeur. Et comme le play to earn est basé sur les NFT, autant vous dire que l'essoufflement qu'il allait avoir sur les NFT ne s'est presque pas vu, et que les NFT repartent de plus belle avec cette nouvelle tendance de marché et ce que certains appellent être le second souffle du bull run et cette nouvelle jambe de bull run qui va peut-être nous emmener briser le précédent top d'Ether et de Bitcoin. Attention cependant, vous le savez très bien, là où Tesla avait donné beaucoup d'énergie en disant qu'ils avaient accepté les bitcoins, ils avaient retiré cette énergie en apportant le chaos en disant qu'ils faisaient marche arrière. De la même façon, on a peut-être l'impression que Twitter et des géants sont en train de s'intéresser à la crypto-monnaie, et c'est vrai, mais une très mauvaise nouvelle pourrait arriver, paniquer le marché et renvoyer CoinMarketCap vers des journées où il y a plus de vert que de rouge affiché à l'écran. Comme nous l'a rappelé ce fameux mardi, de panique.
On a par exemple la Security Exchange Commission qui est en train de se renseigner sur le fonctionnement d'Uniswap, d'accord, l'un des plus gros échangeurs décentralisés au monde. Alors pour l'instant c'est juste de la prise de connaissance, hein, peut-être qu'ils vont en sortir une régulation très saine, mais ils pourraient par exemple, comme beaucoup de régulateurs européens et américains se demandent en ce moment, est-ce qu'on ne devrait pas imposer un KYC, donc une identité complète derrière chaque adresse de la blockchain? Est-ce qu'on ne devrait pas par exemple interdire les transactions de plus de 10 000 $, du moins si on ne sait pas qui se cache derrière l'adresse, d'où viennent ces fonds et comment ça fonctionne exactement. Autant vous dire qu'aujourd'hui, imposer à la finance décentralisée les normes LCBFT, donc lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme d'une banque, ce serait tout simplement à interdire la finance décentralisée. Déjà parce qu'il n'y a que quelques pays européens ou américains qui se rendraient compliance. Tous les autres, eux, ne respecteraient absolument pas ces normes-là, et ensuite pour la simple et unique raison que c'est factuellement impossible de l'imposer. Ça deviendrait catastrophique, et ce serait en quelque sorte dire que on veut bien de la finance décentralisée, mais sans le côté décentralisé. D'un autre côté, ces régulateurs, eux, doivent bien trouver des solutions aux différentes problématiques contre le blanchiment d'argent, par exemple, ou les quelques personnes qui abusent de la finance décentralisée pour réaliser des actions plus que borderline, pour ne pas dire illégales. C'est donc un entre-deux très complexe qu'il va falloir trouver, et un extrême comme l'autre pourrait être dangereux, que ce soit un manque total de régulation sur ce domaine, ou que ce soit une régulation qui ne peut pas être conforme à la finance décentralisée, et qui va venir brider et retirer des libertés à ses utilisateurs. Rappelons que c'est bel et bien pour les quelques pourcents de personnes qui viennent faire des choses terribles et inavouables que l'on va réguler tout cet écosystème, mais l'on ne peut pas pour autant ne rien faire du tout. Et cet entre-deux sera pris, ça avancera quoi qu'il arrive. Maintenant, à voir comment les régulateurs vont appréhender et vont réguler cet écosystème. Et c'est pour moi l'un des plus gros risques systémiques que l'on voit maintenant. Ça peut créer de très très gros mouvements de panique parce que la blockchain est en train de se développer. Tout le monde part dans tous les sens, on est en train de tout explorer, on est en train de tester différentes technologies, différentes blockchains d'infrastructure, différentes zones de scalabilité, différentes innovations et usages sur la blockchain. Et c'est le moment où on a besoin d'un maximum de liberté et où une régulation trop dure pourrait venir brider ce développement naturel. En attendant, les chers amis, quels sont, au niveau des valeurs tout du moins, les différents points que je regarde? Globalement, ça ne m'inquiète pas vraiment qu'il y ait une baisse assez virulente aujourd'hui, et tant qu'on reste durablement au-dessus des 45-46 000 $, ça devrait se stabiliser. Si on va briser ces 45 ou 46 000 $ sur Bitcoin, je le rappelle, il y a de grandes chances que l'on reparte en dessous des 40 000 $ et qu'on retourne dans ce fameux flipper en rebondissant entre 29 et 40 000 $. Si on reste au-dessus de ces 46 000 $, on devrait rester dans une tendance haussière, et l'objectif c'est d'aller se stabiliser vers les 53 000 $. Si on a une zone de stabilisation autour de ces 53 000 $, donc on a quelques milliers de dollars à aller chercher en tout cas pour Bitcoin, on a de grandes chances de continuer lentement cette phase haussière et pourquoi pas d'aller briser la TH de Bitcoin et de repasser dans une zone de découverte, parce que je le rappelle, quand on tape le plus haut que Bitcoin n'a jamais connu, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer après et ça peut être démesuré à la hausse. Il n'est pas inenvisageable de voir un Ether qui va aller taper son plus haut, il me semblait que c'était 4350 $, son plus haut qu'il avait atteint pendant cette première phase du bull run, et pourquoi pas même avant le Bitcoin, vu cette mise à jour infrastructurelle qui est venue réduire son inflation récemment. Là où Bitcoin a un petit peu de mal à regagner les valeurs qu'il avait déjà touchées pendant l'été, la plupart des blockchains d'infrastructure, elles prennent beaucoup de valeur et on commence à avoir des usages qu'on attendait depuis très longtemps. C'est pour ça que Xavier Fenaume l'a très justement rappelé. Merci à toi Xavier de me filer toujours des petits coups de pouce dès que je rentre sur des sujets très techniques. Xavier me le rappelle, il n'y a pas que Bitcoin à regarder. Évidemment Bitcoin mène la danse et c'est lui qui donne la température, mais comme vous l'avez vu, j'ai également voulu attirer votre attention sur l'Ether, qui a une situation assez intéressante et qui a un volume trop important sur le marché pour qu'on le néglige. Eh bien, c'est intéressant de regarder le volume global du monde des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ether, alors qu'il était à presque 10 000 $ du top qu'il n'avait jamais atteint, la capitalisation totale, c'est-à-dire la valeur globale de toutes les crypto-monnaies, elle n'était plus qu'à 5 ou 6% du top qu'elle avait touché pendant cette première phase du bull run. Il faut également regarder cette limite, car il est possible que la capitalisation de toutes les crypto-monnaies touche leur ATH, donc le all-time high, le point le plus haut qu'elle n'ait jamais touché, alors que Bitcoin et Ether n'y sont pas encore retournés. Tout simplement parce que ce sont les autres crypto-monnaies qui ont su capter de la valeur et pousser ce marché. Ça pourrait être un signal très fort et un signal déclencheur d'une accélération de la hausse des crypto-monnaies, même si Bitcoin et Ether n'ont pas encore atteint ce point-là. Ça les aiderait d'ailleurs à venir briser ces points. Je le rappelle, pourquoi il y a eu un effet d'accélération? Évidemment, il y a eu des ventes.
Je vais être franc avec vous, je ne sais pas s'il y a des news très particulières qui sont venues justifier. Certains parlent d'un mouvement manipulé, d'autres parlent d'un simple mouvement de panique. Une chose est sûre, il y a des gens qui utilisent des effets de levier sur différentes plateformes, des effets de levier à 10, à x15, à x20. Et donc naturellement, il y a eu des liquidations. On aura les calculs qui vont tomber dans la soirée, mais je pense pouvoir vous dire avec certitude que toutes les personnes qui pariaient à la hausse du marché avec de trop gros effets de levier qui sont dangereux pour des débutants qui veulent faire du trading et qui du coup viennent en gros accélérer leur position en pariant sur la hausse des crypto-monnaies. Quand le marché s'est effondré, très rapidement, le marché est venu compenser ses positions. Ça a plongé très très bas, très très fort et très rapidement à cause de ces effets de liquidation. Bref, si vous êtes débutant et même si vous êtes un trader intermédiaire comme moi, ne vous amusez pas à aller mettre des effets de levier. C'est réservé aux professionnels et aux personnes qui maîtrisent cet art. Et croyez-moi, on ne devient pas trader en ayant regardé 2 vidéos sur Internet cet après-midi. Investissez dans les crypto-monnaies auxquelles vous croyez vraiment, avec des vrais usages et que vous allez pouvoir conserver sur le long terme. Détachez vos sentiments de ces variations et de ces hausses, aussi fulgurantes soient-elles, et vous vous rendrez compte que sur le marché des crypto-monnaies, c'est sur le long terme que l'on construit de la valeur. Les amis, vous avez pu le constater, du moment où j'ai tourné ma vidéo, donc le mardi soir, pour vous mettre cette vidéo en ligne mercredi en fin de journée, il y a déjà eu des changements. Actuellement, Bitcoin travaille déjà les 45 000, 46 000 $. Il n'y a pas eu plus d'actualité que ça. Globalement, c'est une baisse qui est liée à, tout simplement, c'est une continuité du mouvement de panique et il y a des gens qui prennent des bénéfices et d'autres personnes qui se repositionnent sur le marché, donc ça continue de bouger. Mais il y avait quand même une petite information que j'ai vu passer sur les réseaux qui m'a un petit peu inquiété, je voulais vous en faire part. C'est notamment Coinbase qui annonce avoir des poursuites, notamment sur le produit de lending qu'ils voulaient annoncer. Donc le lending, c'est vraiment faire travailler ces stablecoins pour avoir des intérêts. En l'occurrence, ce serait la SEC, donc la Security Exchange Commission, qui serait à l'origine de ces poursuites et qui serait pas d'accord malgré les discussions en cours avec Coinbase. Alors la particularité, c'est que pour que ce soit la SEC qui récupère ce dossier, il faudrait que le produit de lending, donc de prêt et d'emprunt de crypto-monnaie, soit considéré, selon la loi des États-Unis, je rappelle que c'est la SEC, comme un produit de prêt et d'emprunt traditionnel sur des monnaies fiat. En tout cas, c'est ce qui semble ressortir au premier abord. Quoi qu'il en soit, c'est pas pareil en Europe. Par exemple, en Europe, pour que ce soit considéré comme un lending de type bancaire, il faudrait que ça traite sur des crypto-monnaies qui soient notamment des security tokens, donc des crypto-monnaies qui représentent du capital ou qui représentent une valeur qui, elle, est déjà cadrée par la loi. Donc même si ce n'est pas la même chose en Europe, moi je trouve ça assez effrayant parce que si les États-Unis commencent à considérer ces fameux livrets ou du moins ces fameuses façons d'épargner de la crypto-monnaie comme des produits d'épargne traditionnels, à ce moment-là, ça pourrait bloquer énormément de plateformes qui sont régulées aux États-Unis en interdisant le lending et le borrowing de crypto-monnaie et pourquoi pas donner un mauvais présage pour les solutions DeFi. Si c'est interdit sur Coinbase, je vois pas pourquoi il l'autoriserait dans la finance décentralisée et ça voudrait dire que petit à petit, il pourrait venir réguler et clairement restreindre pour le coup la finance décentralisée. Voilà pourquoi je pense qu'il y a une baisse un peu supplémentaire et qu'il y a un sentiment de doute un peu plus prononcé qui est arrivé du coup sur le marché en ce mercredi. Voilà, désolé pour les formes un petit peu douteuses de cette vidéo, mais l'objectif c'était d'être le plus à jour possible et donc je me devais de rajouter ça en fin de vidéo. Maintenant, vous êtes à jour. C'était Asher, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous avez mis énormément d'enthousiasme à tabasser ce pouce bleu parce que c'est très important pour moi, ça me permet de me développer et ça m'encourage à faire toujours plus de vidéos. C'était Asher et on se retrouve à très bientôt sur ma chaîne principale, secondaire, mon Instagram, mon Twitter, mon Snapchat si vous le voulez, LinkedIn, bref, il y a beaucoup trop de réseaux et vous les retrouvez tous en description de toute façon. Au revoir.